Bonjour et bienvenue à La Sarre, pas la salle, le balado, épisode 3, entre coulisses et lumière. On a créé ce balado dans le but d'approfondir certains sujets en lien avec la gestion d'une petite ville du nord-ouest du Québec. Une petite ville qu'on appelle La Sarre et que les gens mélangent toujours avec La Salle. Je sais pas si les gens de La Salle vivent la même chose, mais j'en doute. Je me nomme François Grenier et je vous amène avec moi à découvrir le monde municipal d'un autre angle. Avant, gérer une ville, c'était avant tout technique. Construire des nouvelles rues, développer ses réseaux d'aqueducs et d'égouts, gérer des matières résiduelles. Mais de nos jours, toute municipalité qui se veut attractive se doit d'avoir une offre culturelle pour sa population. La Sarre étant le principal point de service des 21 municipalités de l'Abitibi-Ouest, on s'est donné la mission de proposer à nos gens une offre de spectacle de qualité et diversifiée. Mission qui est autrement plus complexe quand ta ville est située à 700 km des grands centres culturels de la province. On comprend qu'il y a un long processus et énormément de gens impliqués derrière chaque événement. J'ai tout d'abord rencontré Marie-Ève de Chavigny, notre responsable des événements et de la diffusion des spectacles, afin d'en apprendre un peu plus sur les différentes étapes qui mènent au succès d'un spectacle. Marie-Ève de Chavigny, responsable diffusion et événements. Tu es avec nous depuis quelques mois maintenant. On est super content de t'avoir en entrevue. Merci de venir au balado La Sarre, pas la salle. Bien, merci François, ça me fait plaisir d'être là. Tout d'abord, pour les néophytes, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi une responsable diffusion et événements. À quoi ressemblent tes journées? Oui, en fait, moi, je m'occupe principalement de la programmation des spectacles en salle. On a 2 salles de spectacle à la Ville de la Sarre, la salle des Jardins puis le théâtre Liliane Perrault. Donc, moi, je m'occupe de la programmation des spectacles des saisons régulières là, d'automne et printemps, hiver, et des suivis de promotion qui en découlent avec vous autres, entre autres, aux communications. Sinon, je m'occupe aussi de la programmation au niveau de la coordination des festivités, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la période estivale, la Sarre en fête, cette année, les mercredis sous les étoiles aussi. Puis il y a aussi, en fait, les activités de la semaine de relâche où je m'occupe de programmer certaines activités. Sinon, je m'occupe aussi de la gestion des locations de salles. On offre ce service-là à la communauté, aux artistes, aux organismes, de louer nos salles pour leurs activités. Donc, je m'occupe de ça. Je m'occupe aussi de l'équipe technique et de l'équipe d'accueil pour les spectacles. On s'occupe aussi de tous les suivis budgétaires, des demandes de financement. Donc, c'est quand même assez varié. Il y a d'autres aussi, là, il y a d'autres dossiers là, en cours d'année, mais principalement, là, les grandes lignes de mon poste, c'est ça. Comment ça marche le booking? Tu sais, comment que tu choisis puis que tu rejoins les artistes? En fait, c'est sûr que nous, en contexte de région éloignée, on travaille conjointement avec les autres diffuseurs de la région. C'est-à-dire que nous, ici à la Sarre, on fait partie de Spectour, qui est un organisme qui travaille depuis 40 ans au niveau de la région. C'est 8 diffuseurs pluridisciplinaires qui couvrent l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Donc, on travaille conjointement au niveau des programmations, c'est-à-dire que il y a des périodes de booking, c'est-à-dire des moments où les producteurs viennent nous présenter les artistes dont ils s'occupent, dans le fond. Puis ensuite, bien, chaque diffuseur va dire s'il veut tel ou tel spectacle qui est proposé. Il y a des tournées, en fait, qui vont s'organiser au niveau régional. On va cibler des périodes pour certains artistes. L'avantage, en fait, de travailler en regroupement là, avec Spectour, c'est qu'on s'assure d'avoir des cachets qui sont uniformes au niveau de tous les diffuseurs. Après, c'est sûr qu'il y a certaines productions qui vont venir en région s'ils ont un nombre minimal de dates de booker avec les diffuseurs. Donc, ça facilite finalement l'organisation de tournées, cette façon de fonctionner-là. Mais nous, ça nous assure aussi d'avoir une uniformité au niveau des cachets. Puis on a aussi une certaine uniformité, ça varie un peu là, parfois d'un diffuseur à l'autre, là, mais au niveau des prix des billets, ça reste aussi semblable là, d'une ville à l'autre.
Quand tu dis que les producteurs te présentent leurs artistes, comment ça fonctionne? Est-ce que vous vous réunissez comme une fois par année à quelque part pour échanger? Est-ce que ça se fait par courriel, par visioconférence? Des propositions de spectacles, on en reçoit là, régulièrement. Euh, je sais qu'antérieurement, une grande partie du booking se faisait dans le cadre de Rideau, qui est en fait un événement qui regroupe les producteurs et les diffuseurs. C'est un événement où on profite de ce temps-là pour voir des spectacles, il y a des vitrines, des extraits de spectacles, tout ça. Il y a un marché aussi où on peut rencontrer les producteurs, se réseauter. Donc ça, c'est en février, c'est dans la région de Québec, à Québec en fait. Et ça, c'était la façon de fonctionner. Ça se passait pas mal à Rideau avant la pandémie, en fait. La pandémie a changé un peu la façon de fonctionner, c'est-à-dire que maintenant, il y a des périodes de booking qui sont ciblées en ligne. C'est-à-dire qu'on a des rendez-vous. Nous, on a un coordonnateur à Specto. Lui, il organise, dans le fond, des rencontres avec les producteurs et nous, on assiste à ça pour échanger avec eux. Ça se fait, disons, de novembre à janvier, mais on book toujours 1 à 2 années d'avance. Donc, ça se fait, tu sais, moi, je viens d'entrer en poste, mais vous ne verrez pas mes choix de programmation avant l'automne 2025, voire le printemps 2026, là. Parce qu'il y a des spectacles encore qui ont été bookés par mes prédécesseuses. Donc, ça peut prendre un certain temps. Il y a des spectacles qui sont des incontournables, qu'on va voir dans tous les grands pôles du coin, mais on n'a pas le même auditoire que Rouyn-Noranda, on n'a pas le même auditoire non plus que Ville-Marie, exemple. Bien, c'est sûr que, premièrement, il faut que techniquement, on soit capable d'accueillir un spectacle. Fait que chaque production a un devis technique parce que tous les spectacles n'entrent pas dans toutes les salles. OK. Donc, ça, déjà, c'est une contrainte. Est-ce que le spectacle, rentre dans ma salle? 2, il y a une contrainte financière aussi. Chaque ville accueille un certain nombre de spectacles. Nous, ici, à la Sarre, considérant notre population, le territoire qu'on couvre au niveau de la MRC, on a entre 30 et 40 spectacles par année, ce qui fait à peu près une vingtaine de spectacles par saison, alors que des villes plus grosses, comme Val-d'Or ou Rouyn, peuvent en avoir beaucoup plus, là, considérant leur population. Donc, tu sais, chaque public, chaque territoire a des tendances, a des enjeux de développement. Tu sais, ici à la Sarre, l'humour, ça pogne beaucoup. En fait, je pense que l'humour, ça pogne partout. C'est un trait très québécois. C'est ça, exact. Sinon, les spectacles de musique, la musique country, on a quand même des fans ici, là. Ici, ça pogne pas rien qu'un peu. Exact. Fait que, puis tu sais, alors qu'il y a peut-être plus de développement à faire au niveau des spectacles de théâtre, ou au niveau de peut-être de groupes plus underground, ou tu sais, il y a du travail de développement à faire. Oui, bien, tu sais, il n'y a pas une grosse communauté étudiante aussi. Des fois, ça va être ces gens-là qui vont, des fois, consommer autre chose comme offre culturelle. Puis, tu sais, il n'y a rien qui est valable plus un que l'autre, là, dans le fond. Puis, c'est un peu ton métier à toi, là, de sonder la population puis de voir qu'est-ce qui peut faire plaisir. Est-ce que tu as un mandat qui peut être plus d'influence culturelle ou tu as un mandat de rentabilité? Bien, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de prendre en compte l'aspect financier, veut pas. Mais on sait déjà aussi, au début d'une saison, on sait où on prend des risques. On sait quel spectacle devrait se vendre plus qu'un autre. On sait quand le public va être au rendez-vous. On sait quand on va avoir à faire plus de promotion parce qu'on connaît, dans le fond, notre milieu. Puis on voit les tendances aussi de billetterie des années précédentes. C'est sûr que là, on sort d'une pandémie, on en ressent encore un peu les impacts. Il y a quand même un certain calcul de risque avec des productions qui sont plus dans des axes de développement.
Nous, on est des diffuseurs pluridisciplinaires. Ça veut dire qu'on a dans notre programmation une multitude de disciplines. L'humour, chanson, musique, cirque, théâtre, tout ça. Fait que moi, même si j'ai plus d'enjeux de développement sur certaines disciplines, puis que je sais qu'au niveau financier, ça va être plus difficile, il faut quand même que j'en mette dans ma programmation parce qu'on a du financement pour ça aussi. Donc c'est ça, il y a un équilibre à faire. On essaie des choses. Tu sais, si je te donne un exemple d'une activité de diffusion, tu sais, qui cadre un peu dans les axes de développement, j'ai un spectacle cet automne, Voix de contournement. C'est une proposition du producteur, en fait, de faire des 5 à 7 théâtrales où les gens, ils viennent, ils mangent des petites bouchées, ils discutent, ils voient le spectacle. Donc, on peut y échanger autour de ça. C'est des formules de spectacle un peu plus courtes, un petit spectacle d'une heure. Donc, ça, c'est un exemple, en fait, de proposition qui nous amène à envisager une formule différente, tu sais. On dirait que le défi avec le théâtre, c'est toujours de faire venir les gens, parce que quand que les gens y vont, habituellement, ils aiment ça. Oui, puis je pense qu'on a, tu sais, moi, j'ai assisté aux pièces qu'on avait programmées ce printemps, puis, tu sais, c'est des belles propositions quand même qui viennent en région, puis je pense que c'est vraiment un médium à découvrir aussi, là. Est-ce que c'est la même chose des fois avec des plus grosses productions de grand public? Bien, c'est sûr que, il y a des contrats avec chaque producteur où il y a des obligations de leur part, il y a des obligations de notre part. Nous, en fait, une fois que l'entente elle est signée, le producteur doit nous donner tout ce qu'on a de besoin pour faire la promotion, des photos du spectacle, des descriptifs, des fois des vidéos aussi, des bandes annonces, pour qu'on puisse faire la promotion du spectacle. Ensuite, nous, on s'occupe de mettre en vente les billets, tout ça. Puis, avec les contrats, en fait, il y a ce qu'on appelle des devis techniques. Il y a toutes les exigences au niveau du matériel qu'on doit avoir, au niveau du nombre de techniciens, tout ça. Puis, moi, de mon côté, avec ma collègue, on s'occupe en fait de la gestion des loges pour l'accueil des artistes. C'est-à-dire que on a un certain nombre de demandes pour l'accueil. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, le devis d'hospitalité. Ça peut être d'avoir des trucs à manger, des trucs à boire, tout ça. C'est des équipes qui sont en tournée, donc il arrive la journée du spectacle. Nous, on prépare là, le montage, tout ça avant, mais il arrive la journée du spectacle. Donc, quand il arrive, ben, il y a des grignotines, il y a des choses à manger. On essaie de mettre des produits locaux. Quand tu parles de leur équipe technique, nous autres aussi, on a une équipe technique à la SAR. Dans quelle occasion ça va être les techniciens de l'artiste versus nos techniciens à nous qui vont opérer un spectacle? Bien, en fait, les équipes de tournée, ils viennent avec leur propre équipe, leur propre souvent éclairagiste ou en tout cas leur propre DT, directeur technique. Puis nous, notre équipe, elle est en soutien à leur équipe. Notre équipe technique va faire un pré-montage de la salle, va préparer les lieux, puis quand l'équipe technique de la tournée arrive, ben, on est déjà avancé dans le processus, puis eux vont, s'ils ont des décors, ils vont les installer, tout ça, puis il va y avoir après une finalisation, dans le fond. J'imagine que les artistes qui font des tournées traînent leur propre équipe pour avoir une certaine comme cohérence d'un spectacle à l'autre. Oui, bien, c'est sûr que, dans le fond, au niveau des éclairages, tu sais, dans un spectacle, si tu prends un exemple, un spectacle de théâtre, tu as des cues. Tu sais, à tel moment, tu ouvres telle lumière, à tel moment, tu pars la trame sonore. Tu sais, un spectacle, il y a beaucoup d'éléments techniques là-dedans. Donc, souvent, les équipes de tournée vont avoir leurs propres techniciens qui opèrent le spectacle. Pendant le spectacle, c'est eux qui vont être à la console. Puis notre équipe va être là en soutien ou il va peut-être avoir de nos techniciens aussi qui vont être backstage. Est-ce que notre équipe technique est en mesure de faire des spectacles complets, tu sais, de A à Z, ou les artistes viennent toujours avec leurs propres techniciens? Ben, notre équipe technique, elle est capable d'opérer des spectacles sans problème, là. Ça, c'est sûr. Notre équipe, dans le fond, elle va travailler, entre autres, avec les organismes qui présentent des spectacles. Ça va être plus dans ces cas-là que dans les spectacles de tournée. Peut-être qu'il y a des exceptions, par contre.
Je pense que certains spectacles qui peuvent demander d'avoir un sonorisateur ou qui peuvent demander d'avoir quelqu'un qui a une expertise en particulier. Mais sinon, notre équipe, elle va travailler pour, par exemple, les organismes du territoire qui présentent des spectacles. L'école de danse, par exemple, d'Abitibi-Ouest ou la troupe à cœur ouvert. Donc, nos équipes techniques vont opérer ces spectacles-là qui se font sur le territoire ou encore des spectacles d'artistes d'ici à la Ils n'ont demande. pas nécessairement, ils ne traînent pas leur équipe technique avec exact. eux. Là. Mais qui ont un devis ou qui ont un cahier, je pense que ça s'appelle un cahier de charge, où est-ce que tu as toute la liste des cues, puis c'est nos techniciens qui opèrent ces spectacles-là. Je t'amène ailleurs, Marie-Ève. J'imagine que parfois, tu dois gérer des annulations de spectacles. Comment que tu procèdes dans ce cas-là? Tu sais, au niveau des annulations de spectacles, c'est sûr qu'avec la pandémie, je pense qu'il y a eu beaucoup de reports, potentiellement des annulations aussi. Là, j'étais pas là, je ne sais pas, mais c'est sûr que je pense pas que ça soit si fréquent que ça. La première étape, quand il y a un problème là, au niveau de la production, c'est qu'on regarde est-ce que c'est possible de reporter à une date ultérieure dans le calendrier. On va aller à l'annulation uniquement si c'est absolument pas possible de reporter le spectacle. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, en fait, là, au niveau du transport. Est-ce que l'artiste est en condition de donner le spectacle? Des fois, ça peut être des enjeux de santé ou bon. Il y a toutes sortes de raisons, finalement, là, d'annuler un spectacle. Mais quand ça arrive, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on est en région éloignée, bien, tu as les équipes techniques qui arrivent souvent sur le terrain souvent avant l'artiste. Puis, des fois, entre le temps où on a la nouvelle d'un transport annulé ou quelque chose comme ça, puis le moment où il y aurait une possibilité, ben il est trop tard parce que l'équipe technique a fait demi-tour en cours de chemin ou, tu sais, il y a plusieurs choses comme ça à prendre en considération. Puis une fois qu'on a l'information que c'est statué, ben ici à l'interne, on appelle chacun des spectateurs pour les informer. Combien de places donc dans la salle des Jardins? 478 places. OK, ça fait Quand même, la salle est pleine, beaucoup de téléphones. faut au moins 2. Puis ensuite, c'est sûr qu'on se présente à la salle le soir pour être sûr qu'il n'y ait pas de spectateurs, qu'il n'y ait pas eu le message ou tout ça pour pas qu'il se frappe à une porte fermée. Ça fait le tour de mes questions. Pour la saison estivale 2024, à quoi on peut s'attendre? On a un bel été, principalement au mois d'août. Dans le fond, on va avoir les mercredis sous les étoiles au parc Ernest-Lalonde et on va avoir aussi la Sarre en fête, dont on a la chance de recevoir Vilain Pingouin. Pour la dernière tournée, si je ne me trompe pas, Exactement. en plus, ça va être vraiment cool. Exactement. Marie-Ève de Chavigny, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, François. Quand on va voir un spectacle, ça peut paraître simple. Tout le monde semble calme et en contrôle, mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. J'ai rencontré Jérémy Royer et Stéphane Bisson, le duo qui opère la magie derrière les rideaux. Jérémy Royer, superviseur technique de la diffusion. Stéphane Bisson, assistant, superviseur technique et chef son. Bonjour les gars, premièrement, merci beaucoup d'être là. Vous avez un département qui est quand même très technique et complexe. Si on veut expliquer ça à quelqu'un qui ne s'y connaît pas là-dedans, ça serait quoi la première étape là, dans le but de recevoir un spectacle? La première affaire, c'est qu'on reçoit des devis techniques. Puis avant de dire oui à un spectacle, on s'assure qu'on est capable de le faire dans notre milieu, dans notre salle. Parce que c'est pas tous les spectacles qui rentrent dans toutes les salles. Ça va arriver de moins en moins parce que justement, il va faire plus de place, fait qu'il s'adapte, mais tu sais, le gros exemple, c'est Brou qui a tourné pendant 40 ans, je sais pas le chiffre exact, la première version, parce que la deuxième version, elle vient cet automne, puis elle rentre. Mais la première version, c'était un gigantesque décor qui avait une version. Fait qu'il fallait que ça rentre ou ça rentrait pas, puis il ne pouvait pas venir. Fait que c'est pour ça que pendant 40 ans, ils n'ont pas pu venir à la salle, puis qu'il fallait aller à Rouyn-Noranda pour le voir en région. Explique-nous, c'est quoi un devis technique? Bien, le devis technique va tout avoir les spécifications
du côté technique. Fait que ça va d'abord commencer par les mesures de la scène, les mesures de l'endroit, la régie est située où. Eux autres, ils ont des exigences, mais habituellement, c'est standard côté distance régie à la scène, ces trucs-là, mais les scènes sont toutes de des grandeurs différentes. Fait que là, ils vont se fier à ça. Après ça, tout ce qui est notre grid, fait que ça, c'est tout ce qui est perche d'accrochage. Fait que ça, ils veulent savoir ça pour pouvoir s'adapter, parce qu'eux autres, ils ont un plan de départ, fait qu'ils veulent s'adapter. Après ça, ben ça va être toute l'énumération de ce qu'ils veulent en termes d'éclairage, de ce qu'ils ont, puis de ce qu'ils veulent combler. Même affaire au son, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis après ça, nous autres, on évalue ça. Si tout est beau, ben on se fait un petit contact, puis parfait, moi tout est beau, nanana, on se voit telle date, s'il y a des questions, n'hésite pas. Puis là, s'il y a des points que là, c'est plus à accroche, fait que là, on prend la peine vraiment de les appeler, puis de prendre du temps avec eux autres pour vraiment que tout marche bien. Puis la plupart du temps, là, ils sont prêts à s'adapter de plus en plus, là, tu sais. Quand j'ai commencé, puis même sûrement toi, quand tu as commencé, on était ailleurs. Là, il y avait des vieux de la vieille que là, c'était autre chose. C'était pas flexible. Il était beaucoup moins flexible, puis souvent moins patient, mais on est ailleurs. Là. En fait, vous avez deux types d'engagement. Les spectacles de tournée ou les spectacles à plus petit déploiement où on se fie sur vous pour faire la technique, dans le fond, la sonorisation et l'éclairage. Quand ça va être un show qui va venir puis qui vont se fier sur nous, ça va être vraiment plus général. Fait qu'on va les amplifier pour qu'on les entende bien, puis on va les éclairer du mieux de nos capacités puis de notre instinct à suivre ce qui se passe. Mais la plupart du temps, il n'y aura pas tant de démarches à suivre vu que, tu sais, moins de marge d'erreur. Les shows de tournée, en gros, là, c'est des shows rodés, donc ils sont beaucoup pratiqués pour que ça soit tight, là, j'ai des mots anglais. Fait qu'ils vont traîner en grande majorité du temps leurs techniciens, vu que c'est pratiqué plusieurs fois. Fait que là, tout est sharp. Ouais, puis pour compléter un peu ce que tu dis, c'est que toutes les tournées qui sont bien préparées, puis qui ont fait des pré-prod, puis qui arrivent, souvent quand ils arrivent, mettons, niveau éclairage, ils compensent avec nous autres avec ce qu'on a, tout ce qui est l'éclairage conventionnel. Tout ce qui est l'éclairage conventionnel, bien, c'est tout un peu comme les ampoules incandescentes qu'on a, là, des Léco, si je rentre dans les termes techniques, là. Mais c'est souvent notre équipement qu'ils vont prendre. Mais les autres vont arriver, mettons, avec tout ce qui est des moving lights, là, des lumières qui bougent, qui sont programmables. Les autres ils arrivent avec ça, avec tout le filage préparé pour ça. Puis côté son, bien, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit, on fournit tout ce qui est le général pour la salle, le son pour la salle. Souvent, ils vont prendre notre console, mais la majoritairement, ils arrivent avec leur propre console, parce qu'à cette heure, avec l'ère du numérique, tout est déjà préparé dans la console. Fait qu'ils arrivent, eux autres, ils lèvent, ils refont des petits ajustements. Les tests de son sont de moins en moins longs aujourd'hui, comparativement à avant. Puis souvent, ils arrivent aussi avec des systèmes d'écouteurs là, qu'on appelle in-ear. Là. Fait qu'on a de moins en moins de moniteurs sur la scène. Mais s'ils en ont besoin, c'est nous autres qui les fournissent. Fait que quand on les a pas, on va en location, des fois pour combler. Quand on parle de moniteurs, on parle de retour de son, là, les speakers qui sont sur scène pour les musiciens. Comment t'expliquerais ça à quelqu'un qui n'est pas musicien? Parce que c'est un autre monde. Là, le retour de son, c'est tout le son qui est sur la scène. Fait que là, tu sais, ce qui est comédien ou musicien ou humoriste, là, c'est un retour de qu'est-ce qui se passe. T'sais, souvent, tu as des trames sonores là, dans les comédies musicales. Ça, tu peux en mettre, puis ils ont besoin d'en avoir pour pouvoir s'entendre, être capable de chanter ça juste sur la musique. Mais dans le domaine de la musique, là, c'est différent. T'sais, chacun va avoir, on appelle ça son mix, là, si on veut. Que ce soit un moniteur physique qui est une boîte de son qui ressemble à celle de façade, mais qui est orientée vers chacun des musiciens. Là, chacun décide un peu de sa recette. T'sais. Fait que là, chaque musicien, sur la scène, décide ce qu'il veut avoir comme son de référence. Là. Puis, par exemple, lui, il joue de la bass, puis ce qui l'aide vraiment, c'est la batterie. Le kick de la batterie, puis ce truc-là pour suivre le beat comme il faut. Fait que lui, il va demander plus de batterie. Le lead vocal, sûrement aussi, qu'il va prendre la batterie parce que c'est le main beat. Mais lui, il va peut-être vouloir plus de la guitare, puis tu sais, Fait que chacun va décider vraiment dans son speaker à lui ou dans son in-ear, son écouteur, ce qu'il préfère pour ce qui est le mieux pour lui pour bien suivre
le groupe, Ouais. dans le fond. Là. Puis tout ça, c'est à part de ce qui va être dans la salle pour le public, Ouais. que là, c'est le parfait mix pour entendre tout. Ouais, c'est deux, ouais, c'est ça, c'est 2 recettes différentes. Une pour la façade, puis une pour tous les envois de moniteurs. En fait, les artistes n'entendent pas du tout la même chose que le public qui est assis dans la salle. Exactement, c'est totalement différent. Fait que là, si tu te promènes d'un moniteur à l'autre sur la scène, tu vas avoir chacun, tu vas avoir un mix différent, tu as un son différent. Puis dans les écouteurs aussi, si jamais ils sont en mode écouteur, les in-ear, là, ils ont chacun leur petite recette. Je vous entends utiliser des termes anglophones depuis tantôt. J'imagine que c'est important de connaître le lexique, même si on est francophone, si on veut travailler dans le domaine. Tout ce qui est, mettons, les termes quand tu arrives sur une scène, mettons, là, anglophone, là, parce que les premiers termes, là, les tournées mondiales, mettons, ils marchaient encore avec les termes de l'ancien théâtre, là, de l'époque de Shakespeare. Là. C'est upstage, downstage, stage left. Puis là, ça a été jardin et cour en français. Là, puis, mais le upstage, c'était le lointain dans le fond de la scène, où c'est que la scène était tout le temps un peu surélevée pour donner une perspective. Puis là, dans les salles, tu pouvais voir ce qui se passait en arrière-scène. Là, à cette heure, nous autres, on a une scène qui est complètement plate, là, à niveau. Là. Mais quand tu as des anglophones, on en a des fois, là, puis les coffres sont tagués comme ça. Fait que là, il faut que tu saches que upstage, ça s'en va dans le fond de la scène. Puis, mais c'est les mêmes termes, ils sont partis de là, comme à l'époque là, des vieux théâtres. Il faut que tu les connaisses quand même, ces termes-là, là, quand tu fais le métier. Mais Ça, quand c'est même, bon on a quand français même, aussi. on a quand même du bon français là, quand il débarque le jardin et cour, Jardin là, ça- et cour, pour les termes. D'ailleurs, cours, jardin, comment ça fonctionne? C'est pour situer chaque coulisse de chaque côté de la scène. Fait qu'au lieu de tout le temps dire à gauche ou à droite, c'est différent de la perspective. Tu sais, t'es dans la salle, ta gauche, c'est pas la même que l'artiste qui te regarde face à toi. Tu sais, fait qu'ils ont mis des termes pour déterminer la coulisse de gauche et la coulisse de droite, qui est jardin et cour. Mais pour quelqu'un qui aimerait ça savoir, c'est quoi, quel côté jardin et quel côté est cour, puis tu fais, admettons, quand tu fais face à la Quand t'es scène, dans le public. ben, jardin, c'est à ta gauche, puis cour, c'est à ta droite. Là. Nous autres, on dit souvent, il faut que tu retiennes Jésus-Christ quand tu regardes. JC. JC, ouais. Fait que là... C'est un peu comme sur un bateau, en fait. Ouais, exactement. Exact. Merci beaucoup, les gars, pour votre temps. Ben, ça fait plaisir. Parfois, l'enthousiasme d'un spectacle est si captivant qu'on souhaite en faire partie ou du moins d'y contribuer. C'est le cas de Joanne Audette, véritable femme à tout faire culturelle qui s'occupe de l'accueil du public et du bien-être des artistes qui sont de passage. Je suis allé la rencontrer dans son habitat naturel à la Maison de la Culture afin d'en apprendre un peu plus. Joanne Audette, adjointe à la diffusion et préposée à l'accueil. Bonjour Joanne, premièrement, merci beaucoup de participer au balado. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la tâche d'une adjointe à la diffusion et préposée à l'accueil. Comment tu remplis tes journées? En tant qu'adjointe à la diffusion, j'assiste Marie-Ève dans les dossiers de la diffusion. Mon rôle principal, je suis responsable à la billetterie. Je planifie l'accueil des artistes, donc je prépare les loges, je fais les achats selon les besoins des artistes. On parle des devis techniques que les techniciens reçoivent. Oui, Comment qu'on te transmet l'information? dans le fond, Marie-Ève me remet les devis, puis moi, vraiment à partir du devis, là, je vais planifier la liste d'achats. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y en a qui n'ont aucune demande? Ça arrive, fait que dans ce temps-là, là, vraiment, on y va avec notre petite liste de base, là, des grignotines, là, des chips, des noix. Tu t'arranges pour que les artistes soient à l'aise, puis quand ils arrivent au théâtre ou à la salle des jardins, ils font comme « Wow, l'organisation est vraiment professionnelle ». J'imagine qu'un artiste heureux performe mieux. Exactement. On veut que nos artistes soient bien. Est-ce que c'est le même défi au niveau des festivités? Au niveau des festivités, c'est plus au niveau terrain, donc sensiblement les mêmes tâches avec, bien sûr, la préparation d'une loge, les achats, l'accueil des artistes, c'est sensiblement les mêmes choses. Côté préposé à l'accueil des spectacles, c'est plus on accueille les gens, on offre le service de bar, si on est plus placier ou placière, bien, on accompagne les gens à leur siège. On scanne les billets à l'entrée. À l'occasion, on s'occupe aussi de vendre des articles promotionnels pour les artistes. Donc, quand ils sortent, ils viennent signer des CD ou des livres ou des T-shirts, là, selon le type de spectacle. Là. C'est à ce moment-là qu'on rencontre les artistes, en même temps que les gens. Ouais. Toi, Joanne, t'es vraiment une touche à tout culturel. On peut te voir partout. Il y a même des gens qui pensent que t'as des clones à la ville. Parce qu'on arrive à la réception, t'es là.
Tu arrives à la bibliothèque, tu es encore là. Il y a une activité d'Halloween d'organiser, surprise. C'est Joanne qui l'organise. Exactement. Tu t'occupes aussi de la boutique du Centre d'art, de l'accueil des personnes lors des vernissages au Centre d'art. On arrive au spectacle, tu es encore là. Puis qu'est-ce qui t'attire dans le monde culturel comme ça? Ben en fait, moi, j'aime beaucoup les gens, j'aime la variété, j'aime le culturel. C'est vraiment un secteur qui m'attire. Le monde du spectacle, le monde culturel, c'est vraiment quelque chose que j'aime apprendre. C'est pas commun, ça sort... C'est dur à dire, mais j'aime ça. J'aime ça être dans l'organisation d'événements, j'aime rendre service, j'aime ça être sur le terrain. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Joanne Audette, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi, François. Lorsqu'il s'agit de festivals ou de spectacles en plein air, c'est une toute autre histoire. Il faut gérer tous les aspects, de la logistique du site à la sécurité des festivaliers. Heureusement, nous pouvons compter sur Claude Bordelot, notre responsable des activités et des plateaux sportifs, un homme d'expérience qui a déjà fait face à de nombreux défis. Je me suis rendu à son bureau de l'Arena afin de le rencontrer. Claude Bordelot, responsable des activités et des plateaux sportifs. Premièrement, c'est quoi le travail d'un responsable des activités et des plateaux sportifs? Comment tu t'occupes tes journées? Ouais, c'est juste que je viens d'être pour 8 heures par jour. Des fois, c'est X. Idéalement, c'est sûr que les patrons risquent d'écouter ce balado-là, puis si tu remplis pas 8 heures par jour de travail... Je vois ça va paraître mal. Je suis capable. Le travail que je fais se divise, je pense, facilement en deux parties. Tu me parles, la première partie, ça serait, tant qu'à moi, le responsable des plateaux sportifs. Les plateaux sportifs à la serre, ceux qu'on a, ceux qu'on gère, ben c'est l'aréna, évidemment, c'est les gymnases, c'est les terrains de balle, de baseball, puis c'est la piscine et les terrains de tennis. Ça, c'est les plateaux que la ville s'occupe. L'autre partie de ma job, qui est responsable des activités où je vais rajouter en parenthèse des festivités, parce que ça fait aussi partie d'une activité, une festivité. Bien, il y en a comme deux genres de ça, d'activités, de festivités. Il y a celle où on est maître d'œuvre de notre activité. C'est les plus simples, peut-être, je dirais. Exemple, la fête nationale, où on est dans nos bébelles, chez nous, à nous autres, on fait ça à notre goût. La fête nationale, la grande marche Pierre-Lavoie qu'on fait à l'automne, c'est notre affaire. Les camps de jour qui sont à la ville de la Serre, que je m'occupe aussi dans mon 8 heures par jour durant l'été, des camps de jour avec 130 jeunes par jour. Ça, c'est des activités où on a là-dedans. Il y a d'autres activités ou festivités où on est souvent partenaire avec un groupe, avec un organisme, un OBNL à faire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est moins chez nous, on est moins dans nos bébelles, on est moins dans nos affaires. Fait que, exemple, si on parle du rodéo, qui est probablement la plus grosse activité ou la plus grosse festivité qu'on fait à la serre, bien, il y a beaucoup de négociations à faire en partant, avant de commencer, parce qu'on n'est pas chez nous, justement. On est sur le terrain de la commission scolaire, encadré par un terrain d'un particulier au nord, encadré par une deuxième rue qui passe à côté de nous autres, et un centre d'achat et des commerçants qui sont dans le parquet. Fait que, avant de commencer l'activité, il y a déjà beaucoup de négociations à faire pour pouvoir s'installer là, pour pouvoir s'installer, organiser nos affaires. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les festivités. C'est là que la plupart du monde, des gens, ne se rendent pas compte de ce que ça prend pour faire ça. Souvent, on rencontre un organisme, dit « Ah, je vais t'organiser un party, là, ça me prend pas grand-chose, j'ai besoin de rien, moi, là, ça me prend pas grand-chose, on peut-tu s'installer, on peut-tu être partenaire avec nous autres? » C'est pas tout à fait vrai parce que ça prend beaucoup de choses. Il y a des normes, il y a des facilités, les gens qui vont au rodéo ne se rendent pas compte. Les autres, ils vont au rodéo, ils écoutent un spectacle, ils regardent un rodéo, c'est du fun, on s'en va. Mais pour monter un rodéo, j'ai sorti une petite liste là, qui vient ici, ou la serre en fête qu'on veut relancer là, au mois d'août. Ça prend des clôtures, ça prend des toilettes, ça prend des remorques réfrigérées pour tenir la boisson au travers de ça. Ça prend un chapiteau pour que les gens, qu'on puisse mettre notre bar, que les gens puissent rentrer. Ça nous prend des permis de boisson. Dépendamment du nombre de sites qu'on a, c'est ma job de faire venir les permis de boisson. Ça nous prend du nettoyage.
Les gens, ils reviennent le lendemain, il y a une festivité de 3 jours, ils reviennent le lendemain, le site est beau. Malheureusement, ça ne part pas tout seul durant la nuit. Il y a des équipes de nettoyage qui ramassent ça, qui rentrent de nuit faire ça. Les gens, ils se ramassent pas trop tout ça. Les gens ne se ramassent pas du tout, pas pantoute. Ça prend de l'électricité sur le site. À cette heure, tout marche par l'électricité. Que tu sois un restaurateur, ou que tu vendes des chapeaux de cow-boy, ou que tu vendes n'importe quoi, ça prend une machine pour les cartes de crédit ou ça lui prend des machines, ça prend de l'électricité dans chacun des kiosques. J'imagine, tu peux pas juste te tirer une extension non plus. Là. Tu peux pas tirer une extension, il faut faire un plan avec l'électricien qui vient installer ça. Même aujourd'hui, il y a des électriciens qui viennent pour installer les sites. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Ça nous prend de la sécurité. Ça nous prend des gens qui viennent s'assurer que l'ordre va être là. Si on veut garder, si on veut contrôler les sacs à dos, ça prend de la sécurité. Il y a de la sécurité à négocier. Le jour, la nuit, on ne peut pas laisser le site par la sécurité 24 heures par jour. Il y a des équipements de musique, il y a des équipements de plein de choses qui sont là. Ça prend la sécurité 24 heures par jour pendant 3 jours. Il y a des négociations à faire là-dessus. Il y a l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui se transige une fin de semaine comme le rodéo. La ville nous fait confiance, ou le rodéo nous fait confiance, c'est des grosses sommes d'argent. Ça prend une gestion d'argent, que tout le monde s'assure que les bénévoles n'ont pas parti avec de l'argent, qu'il n'y a pas d'argent qui manque. Il y a une gestion du change, de la monnaie. Comment on organise ça? On met ça où? Des coffres-forts, on fait des dépôts de nuit, il y a plein d'affaires à faire. Il y a une gestion de l'argent là-dessus. Puis, ça nous prend des bénévoles. Ça nous prend des gens. Oui, le montage des activités ou des festivités, c'est nous autres qui les fait. La majorité, c'est nous autres. Quand on arrive au rodéo, on arrive à la salle en fête, on arrive ici, nos gars connaissent le stock, on a de l'équipement, on monte nos affaires. Mais depuis plusieurs années, ça nous prend des bénévoles. Pour donner un coup de main, souvent, ils ne connaissent pas trop la job, ils ne savent pas trop, c'est un bénévole, mais ils viennent donner un coup de main, ils ont des bras, amener des chaises, amener des tables, ça marche. Et depuis quelques années, nous autres, au niveau des bars, ce qu'on fait, c'est qu'on le donne à des organismes. On offre à des organismes de venir faire du bénévolat au bar. Parce que c'est des grandes heures de bénévolat, puis c'est beaucoup de travail. Et on offre à des organismes de venir faire du bénévolat. Ils arrivent avec leurs équipes, des gens qui aiment les organismes, des membres du CA de l'organisme, des travailleurs de leurs organismes. Cette année, au rodéo, on avait 8 organismes différents qui sont venus faire des heures de bar pour nous autres. On ne les paye pas, ces gens-là, c'est des bénévoles, mais ce qu'on fait, c'est qu'on remet à l'organisme un pourcentage des ventes qu'on fait. Un organisme qui vient faire du bar à la salle en fête ou au rodéo, le gang peut faire un 2000, 2500 pièces par période de travail. C'est jamais remis à la personne qui l'a fait, mais c'est à l'organisme. L'organisme, ils viennent au nom de l'organisme, puis ils ramassent de l'argent pour eux. C'est la gestion des bénévoles qu'on a. C'est une excellente idée en même temps, parce que ça permet aux organismes de s'autofinancer, puis en même temps, ça vous aide beaucoup dans la gestion, dans le recrutement des bénévoles aussi. C'est quoi l'expression? C'est gagnant-gagnant. Évidemment, quand on demandait juste des bénévoles, c'était plus dur à avoir. Des gens qui viennent passer un 5-6 heures dans un bar, puis je ne sais pas si tu sais, mais à la sortie du rodéo, quand le rodéo ferme à 10h, 10h30, puis qu'il y a 3000 personnes qui sortent, il y a un 2-3 heures de bar assez intense, mais ils le font pour l'organisme, ils ont du plaisir aussi à le faire, parce que c'est le fun de faire ça, de jouer du monde, puis t'as du plaisir, mais ils le font pour les organismes, puis ça lui donne, comme tu disais, un moyen de financement, à 2000-2500$. Puis la plupart des organismes qui nous en font, c'est des petits OBNL que pour eux 2000-2500$, c'est pas mal d'argent. Ça représente beaucoup. Puis les bénévoles, c'est quand même une approche différente. Tu peux pas demander le rendement que tu demandes à des employés salariés. Non, c'est sûr. Comme tu dis, moi, ma gang, les gars, on appelle les gars d'ici, nos travailleurs, nos cols bleus, on peut se donner des ordres entre nous autres. Là. Puis dire, hey, ça me prend ça, on va me chercher ça, hey, on va chercher le remorque à l'Ariana, on peut donner des ordres. À des bénévoles, tu donnes pas d'ordre. Parce qu'eux autres, ils peuvent dire en plein milieu du chiffre, moi, je n'ai assez puis je m'en vais. Là. Fait que non, c'est une approche différente. C'est super important qu'avant l'organisation, avant la festivité, on les rencontre. On les rencontre pour expliquer nos modalités à nous autres. Comment ça marche, c'est quoi qui sont nos affaires. Un exemple bien simple, c'est qu'on n'autorise pas ce que les bénévoles, durant le quart de travail, prennent de la boisson. Souvent, ils ont de l'air à vouloir dire, ben non, ça va être du fun, on prend une petite bière en attendant. Pendant que non, nous autres, dans notre corps de travail,
il n'y a pas de boisson. Des erreurs d'argent, des erreurs de ça, à un moment donné, tu peux déborder un peu aussi. Fait que cette partie-là, il n'y en a pas de boisson avec nos bénévoles. Ils sont conscients de ça, mais il faut l'expliquer avant de commencer comment on veut fonctionner. Puis moi, je dis tout le temps, après, quand votre chiffre va être fini, là, c'est moi qui vais vous la payer, la bière. Ça va me faire plaisir qu'on relaxe ensemble quand tout le monde va être parti ou que vers la fin, là, que c'est plus tranquille. On en prendra une bière ensemble puis on se comptera nos bons coups de la soirée. Mais durant le travail, premièrement, souvent, on n'a pas le temps de faire ça. Là. C'est go, go, go. Là. Puis, mais c'est bien important qu'on les explique avant de commencer. Le souvent, c'est même pas mal intentionné. C'est des gens, des fois, c'est juste par méconnaissance. Là, des fois, ils viennent pas du tout de ce secteur-là. C'est des gens qui vont faire le bénévolat, mais peut-être qu'ils sont comptables. Ils sont n'importe quoi. C'est bien sûr qu'ils font toutes sortes de jobs. Ils viennent là, ils viennent donner un coup de main. Ils sont souvent contents de le faire pour les organismes. C'est juste de recadrer un peu la manière qu'on veut que ça fonctionne parce que c'est du travail, puis il faut être bien coordonné. Dans le sens que quand ça sort, je te dis, il y a comme une période de 2-3 heures, là, c'est non-stop. Si t'as pas une bonne organisation, souvent tu cours partout, tu fais ça tout croche. Moi, je dis tout le temps, c'est 2 personnes par poste de travail. Essayez pas de faire le travail d'un autre. Il y a 2 personnes par poste de travail. Travaillez en équipe de 2, puis ça va aller mieux qu'essayer de répondre à l'autre là-bas, puis de courir. Puis souvent, ils partent un peu comme ça. Là. Ils veulent trop en faire. T'en pognes un ou une là, qui veut faire la job à elle tout seul. Puis c'est pas de même, ça marche. C'est vraiment en équipe. Une personne qui s'occupe de l'argent, une personne qui s'occupe du transport des items, de la boisson. C'est la meilleure manière de travailler. Fait que là, il faut les cadrer, il faut les partir. Puis une fois que c'est parti, ben ils s'en vont avec ça. Puis souvent, d'une année à l'autre, il y en a plusieurs qui reviennent aussi. Fait que c'est souvent le même monde. Fait que là, la 2e année, 3e année, il y en a qui ça fait depuis CPA, là, ça fait 10 ans qu'ils font ça. C'est souvent le même monde. Il y en a 2, 3, 4, 5 sur le groupe qui savent comment ça marche. Fait que ça va super bien. Les bénévoles d'expérience, déjà formés. Très expérience. Fait que ça va super bien. Oui. Puis là, nous autres, on lui dit tout le temps, puis on a François ici qui travaille à la ville depuis longtemps aussi. On lui dit tout le temps, nous autres, votre job, c'est de vendre de la boisson puis de ramasser l'argent. Au niveau du ravitaillement des bacs, puis c'est nous autres qui vont faire ça. Fait que nous autres, leur job, c'est de vendre de la boisson puis de la collecter, ramasser les sous. Le ravitaillement, la glace, c'est notre équipe à nous autres qui fait ça. Fait que les autres, ils se concentrent sur une affaire, ils n'ont pas d'affaire. Ils disent souvent, il manque telle sorte, il manque telle sorte. On remplit les bacs, on remplit les affaires. Puis c'est le même qu'on a trouvé que c'est la meilleure manière de travailler. Donc, je te dis, il y a des grosses soirées. Il y a des grosses soirées. Il y a des très grosses soirées. Ça te demande quand même une flexibilité au travail. Tu es loin de faire du 9 à 5. Il faut que tu sois là souvent les fins de semaine, pendant les événements. Ouais, l'été, elle a une saveur différente pour toi. C'est quand même une bonne saison. Oui, tout le monde me dit ça souvent. Ah, l'été, tu n'as plus d'aréna, ça va bien aller. Non, la pire saison, c'est peut-être l'été. C'est peut-être ça qui est le pire. C'est une belle justification de 8 heures par jour, ça. C'est une belle justification de 8 heures par jour. Écoute, ton balado, ils vont faire comme Claude, il travaille. Il y a toujours eu de quoi. Il y a toujours eu de quoi. C'est tout pour le 3e épisode de Lassar, pas la salle, le balado. Si le monde des spectacles et des festivités vous intéresse, communiquez avec nous au info@ville.lassar.qc.ca. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre programmation sur notre site Internet. Merci et à la prochaine.